Ok, bah on est bon, ça tourne. On est parti les gars. Parfait. En piste. Bon bah bonjour. Bonjour. Bernard DeVos. Alors en quelques mots, une petite présentation. Qui êtes-vous et votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent éventuellement pas. Bon alors je m'appelle Bernard, effectivement j'ai plus de 60 ans, je dis jamais mon âge vraiment, c'est terrible. Je suis, pour me présenter professionnellement, je suis éducateur. J'ai travaillé comme éducateur pendant 30-35 années. J'ai fait beaucoup de travail de rue avec des adolescents un peu en marge, un peu compliqués. Et puis, j'ai pris progressivement des parts, j'ai envie de dire, dans une série d'organes de discussion, de concertation au sein du secteur de la jeunesse. Parce que je trouvais que ça, à un moment, c'était cohérent d'avoir une pratique de terrain, mais aussi en faire quelque chose pour faire un peu évoluer les politiques en la matière. Puis quand Claude Lelièvre, mon prédécesseur avec ses grandes moustaches, a pris sa retraite, j'ai voulu rentrer dans la compétition, pas pour être délégué général, parce que c'est un poste politique et moi j'ai toujours été très engagé politiquement, mais jamais partisan. J'ai voulu rentrer dans la compétition pour avoir l'occasion de rencontrer les parlementaires dans le cadre de la procédure de sélection, rencontrer un peu tout le monde et rencontrer les parlementaires, les experts, et pour dire un peu la vision que j'avais de l'institution. Et puis, c'est parfois un truc un peu con, je suis ce qu'on appelle le candidat par défaut, puisqu'il y a deux partis au pouvoir, chacun avait son candidat, bon, ils ne sont pas arrivés à convaincre l'autre, il faut trouver quelqu'un qui fait un peu le consensus, j'étais là. Donc on appelle ça un candidat par défaut, je préfère dire candidat providentiel, c'est mieux pour mon image de marque. Mais depuis que je suis là, donc ça fait maintenant 11 ans que je suis délégué général et j'aime ça, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La délégation générale aux droits de l'enfant, c'est une compétence de la communauté Wallonie-Bruxelles. Et pour quel motif, en fait, ce ne serait pas plus efficace au niveau fédéral ? Si, c'est vraiment un grand débat, parce qu'en fait, idéalement, il faudrait que l'institution soit reconnue à tous les niveaux de pouvoir. Alors, c'est cohérent que ça ait été créé dans un premier temps au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce que c'est une institution qui travaille sur toutes les matières personnalisables. Ça, c'est donc enseignement, accueil de la petite enfance, enfin, tous ces secteurs-là, aide à la jeunesse, éducation permanente, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il reste qu'évidemment beaucoup de problématiques dépendent d'autres niveaux de pouvoir. Au niveau des régions, le transport des enfants handicapés, par exemple, c'est régional. Au niveau fédéral, les mineurs étrangers non accompagnés, les enfants coincés en Syrie, la question de la pauvreté, toute une série de lois qui doivent être modifiées au niveau fédéral pour être en concordance avec notre époque, sur la loi sur la gestation pour autrui, le don d'organes des enfants, en fait, une série de choses. Alors effectivement, tu as raison, ça ne devrait pas être cantonné, et depuis très longtemps, je demande que la compétence soit élargie d'abord à la région wallonne. Du côté flamand, comme le modèle politique est différent, mon homologue flamand, c'est une nouvelle d'ailleurs qui vient d'être nommée, elle est compétente pour la communauté flamande et pour la région flamande. Et puis ensemble, on pourrait effectivement être plus efficace au niveau fédéral s'il y avait une reconnaissance. Ceci dit, j'interpelle tous les niveaux de pouvoir et le taux de réponse est pratiquement équivalent, quel que soit le niveau de pouvoir que j'interpelle, mais mon pouvoir de contrainte est plus important au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je veux dire, si au niveau fédéral on ne me répond pas, je ne peux pas aller demander. Tandis qu'au niveau communautaire, j'ai besoin d'avoir une réponse. Je veux dire, une institution communautaire doit répondre à mes attentes. Si je dis, je voudrais savoir ce qui s'est passé, ils doivent me donner un courrier. Au niveau fédéral, parfois, on me fait lanterner quand même, quoi. Sur les sujets compliqués, parfois, je n'ai pas de réponse, quoi. Okay, pas de répondant. Justement, ces sujets, on les évoquera un peu plus tard. Par contre, c'est quand même une année importante pour la déclaration de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ça fait 30 ans qu'elle a été adoptée par toute une série de pays signataires. Donc depuis 89, en fait, qu'est-ce qui a évolué ? Comment la notion de droit de l'enfant a évolué parmi les communautés donc, de pays signataires, mais particulièrement ici en Belgique ? Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la Convention des droits de l'enfant, elle vient pas du ciel. C'est un progrès. Il y a déjà eu la Déclaration de Genève avant qui garantissait une série de droits aux enfants avant 89. Mais en 89, je veux dire, l'originalité de la Convention, c'est de donner une place à l'enfant comme sujet de droit. Donc les deux droits, je veux dire, très originaux, c'est le droit de participation et le droit d'expression. Ce sont deux droits qu'on oublie le plus souvent d'ailleurs, notamment dans les écoles. Mais pourtant, ils sont bien là. Donc on reconnaît à l'enfant le droit d'être, c'est pas un petit adulte, c'est un citoyen à part entière, avec un rôle particulier qui doit être doublement protégé parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir électif, il n'a pas de pouvoir financier, je veux dire, il doit être protégé pour ces raisons-là. Alors, qu'est-ce qui a évolué depuis 89 ?
Objectivement, c'est compliqué à dire parce qu'il y a eu évidemment des avancées. On a laissé plus de place aux enfants, on a essayé de leur reconnaître des droits spécifiques, etc. Il reste que, moi, c'est la première question qu'on m'a posée quand j'étais délégué général. On m'a demandé, monsieur le délégué général, c'est quoi votre appréciation? J'ai dit, bah, globalement, on n'est pas le plus mauvais élève de la classe, on n'est pas une république bananière, on n'est pas un État barbare. Et puis très vite, j'ai dû réaliser que les réalités sont terribles. Notamment, et j'en reparle volontiers parce qu'on va encore en reparler le 20 novembre, un des premiers trucs que j'ai fait quand je suis devenu délégué général, moi je suis très bruxellocentré. Hein, donc il fallait que je tournais, à peine c'était Liège, je sais, parce que j'ai fait mes études ici à Liège, mais je ne savais pas où était tourné, Verviers, etc. Donc j'ai fait un grand travail, j'ai fait l'acquisition d'un bus articulé pour aller à la rencontre des gens, je voulais une institution qui soit pas déconnectée des réalités, je voulais une institution qui soit en prise avec le réel. Et donc avec ce bus qui était aménagé avec une salle de réunion et un cyberespace à l'arrière, j'ai été rencontrer des gens un peu partout. Et le sujet, c'était la pauvreté, et les conséquences de la pauvreté sur les enfants, sur les jeunes et les familles. On a sorti un rapport dont on a parlé longtemps, on en parle encore, parce que objectivement, il n'y a pas, et je l'ai dit 1000 fois, je crois, depuis, il n'y a pas un seul article de la Convention qui résiste à l'épreuve de la pauvreté. Et donc, c'est que tu parles du droit à la santé, hein, ou le droit à l'éducation, le droit au loisir, tous ces droits sont compromis. Et donc, on a fait une espèce de droit de suite 10 ans après le rapport, à l'occasion du 30e anniversaire, je remets le 20 novembre, un rapport spécifique qui est un droit de suite de ce rapport de 10 ans. Et donc, quand tu me dis qu'est-ce qui a évolué, le problème, c'est que ça évolue pas toujours dans le sens qu'on voudrait. On pourrait se dire, après tous les plans qu'on a fait pour réduire la pauvreté, avec tous les plans qu'on a fait pour réduire les conséquences de la pauvreté sur les enfants, après tout ce qu'on a, le fait que c'est devenu un vrai sujet de société, on pourrait dire que la pauvreté a reculé et donc les conséquences négatives sur les enfants ont reculé aussi. Ben non. La pauvreté, elle avance, elle avance, elle avance. Le nombre d'enfants qui vivent en situation de pauvreté, autant en région Wallonne qu'en région Bruxelloise, n'arrête pas d'augmenter. Et c'est une honte, quoi. Je veux dire, c'est un vrai souci. Donc, les progrès, on en voit. Hein, je veux dire, sur la situation des mineurs étrangers non accompagnés, c'est un exemple que je cite souvent parce qu'il y a eu un gros lobby. Et donc, c'est jamais le délégué général tout seul. Hein. C'est le fait que je dis un truc qui est soutenu par des ONG, par des ASBL, et ensemble on fait avancer le schmilblick. Quand on a pu mettre fin provisoirement, puisqu'on a vu que c'est revenu il y a une dizaine d'années à l'enfermement des mineurs étrangers dans les centres 127 bis, etc., on a mis ça à mon crédit. Mais bon, s'il n'y avait pas eu des gars militants qui avaient été s'enchaîner aux chaînes du 127 bis, s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient fait des pétitions, qui avaient fait des manifestations, qui avaient fait des concerts devant le truc, qui avaient agité le landerneau politique, moi tout seul, ça ne sert à rien. Quand le délégué général vient mettre une couche supplémentaire, parfois ça sert. Donc, par exemple, tu vois, tu dis des avancées, on a eu des avancées, et puis tu as des reculades parfois. Et ça, c'est terrible en fait. Mais la situation des mineurs étrangers non accompagnés, pour revenir, il y a quelques années, les mineurs qui n'étaient pas demandeurs d'asile n'étaient pas accueillis. Maintenant, ils le sont. C'est pas moi tout seul. C'est une série d'acteurs, de militants, de gens qui bossent. Et puis quand tu mets la couche institutionnelle, parfois ça sert. Bon, heureusement. Ouais. tu évoques la pauvreté justement, qui a en fait le nivellement au niveau zéro et qui me permet aucune avancée. Finalement, c'est un peu étonnant parce que quand Jean-Jacques Rousseau écrivait l'Émile au 18e, déjà il notait en fait ça, c'est que son traité d'éducation était à l'usage des garçons qui étaient bien nés, qui étaient en bonne santé et qui avaient de l'argent. Donc ça veut dire qu'en fait finalement on a ces avancées-là en fait ne sont pas beaucoup plus loin au final. On reste sur les mêmes grandes thématiques, quoi. Non, et ce qui est encore plus dramatique, c'est que parfois des systèmes, donc par exemple on peut aborder ça, mais la question de la pauvreté, le lien entre pauvreté et ségrégation scolaire, par exemple, il est évident. Je veux dire, on n'a pas un système scolaire de mauvaise qualité, puisque la preuve, c'est que nos meilleurs élèves aux enquêtes internationales proposent des résultats qui sont supérieurs à ceux qui sont proposés par les enfants les élèves des pays phares. On parle toujours de la Finlande, etc., comme étant un exemple. Mais la honte, la gêne majeure de la communauté française, c'est le différentiel entre nos meilleurs élèves et les cancres. Et on sait que pour les cancres, il y a une série de penseurs, de pédagogues qui ont pensé des stratégies éducatives et pédagogiques différentes. Montessori, Freinet, De Crowley, enfin tout cela, ils ont pensé des systèmes scolaires à partir des enfants des classes populaires. Et finalement, on réalise que ces systèmes pédagogiques qui sont de qualité et qui sont moteurs d'apprentissage dans la joie, dans la bonne humeur, ils ont été récupérés par les classes sociales les plus privilégiées et on laisse les pauvres, les enfants de pauvres,
pauvres, dans des situations indignes. On sait bien aujourd'hui que, alors que des enfants des classes les plus aisées ont accès à un enseignement, entre guillemets, de qualité, dans lequel on fait appel à la participation, je pense notamment aux stratégies pédagogiques qu'on dit nouvelles, mais qui sont anciennes et qui ont été créées pour ces publics plutôt précaires. Au même moment, on a des enfants des classes populaires qui sont encore relégués dans des filières scolaires qui devraient être des filières d'exception, mais qui sont, par la force de choses, devenues des filières de relégation. Et comble des combles, ce que je ne savais pas en devenant délégué général, c'est que je pensais que moi, ces rélégations, elles arrivaient tard dans le parcours des enfants au niveau scolaire. Je pensais qu'elles arrivaient à 12-13 ans, quand tu fais des choix, etc. Tu vas plutôt en technique, plutôt en professionnel, tu vas aller en CFA, c'est bon pour toi, il n'y a pas de problème. J'ai réalisé que des enfants en très bas âge sont orientés massivement dans l'enseignement spécialisé, alors qu'ils ne souffrent d'aucun handicap, ni physique ni mental. Ils ont simplement un retard culturel qui devrait être compensé par l'enseignement ordinaire, mais par facilité, par bêtise, on les relègue dans l'enseignement spécialisé. Et donc tu as des carrières scolaires complètement déglinguées parce qu'il y a très peu d'enfants de l'enseignement spécialisé qui réussissent le CEB. Et donc donc on met une étiquette sur des gamins qui viennent principalement des milieux immigrés, dont les parents ont une appréhension de l'école insuffisante, entre guillemets, ou ils n'ont pas une bonne approche de l'école, enfin bonne, entre guillemets, ils n'ont pas l'approche de l'école parfois. Et donc ces gamins, plutôt que de les soutenir vraiment, enseignement spécialisé. La communauté française a ce site particulier, c'est que tous les systèmes scolaires européens dégraissent, entre guillemets, le nombre d'enfants scolarisés en enseignement spécialisé. On va vers un enseignement inclusif, dans lequel tout le monde se retrouve, etc., où on prend en considération tous les besoins spécifiques ou les handicaps éventuels. Chez nous, chaque année, on augmente le nombre d'enfants scolarisés en spécialisé. C'est la honte. C'est la honte, vraiment, de notre système scolaire. Et de nouveau, le parallèle, parce qu'on parle d'enseignement spécialisé, mais on parle surtout de pauvreté. C'est les enfants pauvres qui vont là. Il suffit de regarder les indicateurs d'enseignement. L'enseignement va mal chez nous, mais les indicateurs d'enseignement, ils sont parfaits. Et la communauté française a même la franchise et l'honnêteté de commenter les chiffres de manière honnête, en disant, oui, il faut dire les choses comme elles sont. Dans l'enseignement spécialisé, on a une série d'enfants qui viennent de l'immigration maghrébine, notamment à Bruxelles ou à Liège, dans les grandes villes, principalement, et ils disent, voilà, c'est comme ça. Mais ça fait quand même 10 ans que moi je dis ça chaque fois que je remets mon rapport d'activité, avec de plus en plus de rage et d'émotion quand je le dis, mais il n'y a rien qui change. Parce que c'est le « on » dirige les enfants, mais alors c'est quoi ? C'est le système de réseau, c'est les PO, c'est qui à un moment donné décide, c'est une culture comme ça ancrée au sein de... C'est une culture assez folle. Je veux dire, on parlait d'enseignement inclusif par exemple. Avant d'arriver à un enseignement inclusif, l'enseignement inclusif, ça veut dire que c'est un enseignement qui est ouvert à tout le monde et qui prend en considération les difficultés de chaque enfant, les besoins spécifiques, les éventuels handicaps. Et donc, c'est ça le principe. Il y a aussi un système avant, c'est un système d'intégration. Ça veut dire qu'on prend un gamin qui a une difficulté, un handicap, etc. On va l'intégrer dans l'enseignement ordinaire avec une aide de l'enseignement spécialisé. Et ça, c'est vraiment la première revendication, c'est qu'au moins, les enfants qui peuvent fréquenter l'enseignement ordinaire le fréquentent avec une aide de l'enseignement spécialisé. Si tu prends 3 communautés, communauté germanophone, communauté flamande et communauté française. Les germanophones, c'est petit, c'est 75 000, mais c'est un bon laboratoire. Il y a plus d'un enfant sur 2 qui est intégré dans l'enseignement ordinaire. Donc, plus d'un enfant qui est de vrai dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement ordinaire. Chez nos amis flamands, 4 sur 10. Et ils sont déjà une réflexion sur l'enseignement inclusif. Chez nous, 1 sur 10. Il y a quelque chose de culturel, il y a quelque chose de maintenir les gens à part, de ne pas travailler avec la différence, de mettre... Évidemment, en faisant ça, ce qui est terrible, c'est qu'on désapprend. Donc on met à l'écart des enfants qui sont en difficulté, qui ont des difficultés particulières, des handicaps, des besoins spécifiques. Et en faisant ça, on croit bien faire, mais évidemment, on fait pire que bien. Surtout qu'on désapprend aux enseignants à travailler avec la différence. Or, l'enseignement va vers un enseignement beaucoup plus individualisé, beaucoup plus moins général, quoi. Le prof devant sa classe qui va donner la matière, ça régresse, ça ne marche plus. Je veux dire, les enseignants qui croient qu'ils peuvent encore faire autorité de la classe avec leur savoir, et c'est ceux qui sont le plus mal à l'école et qui s'en vont d'ailleurs. Donc, c'est des gens, c'est pas des mauvaises personnes. C'est le système qui les oblige à continuer à travailler de manière complètement inadéquate par rapport à l'évolution du monde. Et ici, on sait bien avec les outils vidéo, on sait bien que pour des jeunes, c'est beaucoup plus facile d'apprendre avec un tutoriel, avec un petit Xiaomi, etc., qui peut être agréable, mis en scène, dessiné, etc., qu'avec un prof qui va venir avec sa manière, son tableau noir, etc.
Et ça, il manque de réflexion. Franchement, il en manque beaucoup à ce niveau-là. Non, la formation des instituts va augmenter en temps, donc il y a peut-être des pistes aussi. Oui, mais il y a des pistes, mais les enjeux sont multiples et tout le monde veut tirer la couverture à soi. Hein. Je veux dire, ceux qui travaillent avec telle problématique disent oui, mais il faudrait qu'il les forme un peu plus à ça, il faudrait former un peu plus à ça. Donc c'est compliqué. Mm-hmm. Je veux dire, je pense qu'en plus tu peux former mieux, effectivement, c'est indispensable, mais il y a quand même une philosophie d'enseignement. Il y a quelque chose sur le sens de l'école qui doit être réfléchi et qui n'est pas suffisamment réfléchi. Moi, je crois toujours dans le fameux pacte d'excellence. J'ai présidé un des premiers groupes de travail, etc. Et j'y crois parce que de toute façon, on n'a pas d'autre solution. Il faut sortir. Donc, c'est le plus grand dénominateur commun. Je veux dire, il y a des accents qui me plaisent là-dedans et des accents qui me plaisent moins. Au début, quand on en parlait il y a 3 ans, il y avait des accents qui me plaisaient beaucoup plus. Hein. Je veux dire, on a dû raboter. Par exemple, je sais pas moi, sur la participation des enfants dans les classes, on voit bien que le système, la relation d'autorité à l'école n'est plus une relation d'autorité contemporaine. Il n'y a plus un seul endroit du monde où on fait l'autorité comme ça. Dans les familles, on ne fait plus l'autorité comme à l'école. Je veux dire, à un moment, il y avait une adéquation. Il y a quelques années, moi j'ai connu l'adéquation entre le modèle autoritaire dans ma famille et le modèle autoritaire à l'école. Pour stigmatiser les choses clairement. Donc aujourd'hui, dans les familles, c'est très rare que les adolescents, les parents disent tu dois faire comme ça et c'est pas autrement. On négocie, on discute, on accepte la vision originale du monde que le jeune peut amener, et puis on fait autorité à la fin. Hein. Et on dit, bon, c'est comme ça, mais on négocie, on discute beaucoup. À l'école, c'est ferme ta gueule, quoi. Et c'est encore comme ça. Et donc, cette alternance entre 2 modèles autoritaires est d'ailleurs très déstructurant et déstabilisant pour beaucoup d'enfants qui ne comprennent plus. C'est quoi un adulte ? C'est quelqu'un qui parle avec moi, qui accepte ma participation. Il y a une enquête qui était faite il y a quelques années déjà par l'Observatoire de l'enfance, de l'aide à la jeunesse et à la petite enfance, qui mettait en évidence qu'en matière de participation, une grosse majorité des enfants étaient relativement satisfaits de la manière dont ils pouvaient participer en famille, dont leur parole était accueillie, dont la manière d'influencer les choix familiaux était appréciée, entre guillemets, par les parents et par l'environnement familial. À l'école, c'est une catastrophe. Ce que disaient les élèves à ce moment-là, qui sont les enfants qui deviennent des élèves, sur la manière dont leur participation était acceptée, sollicitée, mobilisée à l'école, c'est une catastrophe. Et ça le reste, une catastrophe véritable. Et justement, pour peut-être un dernier point, parce que c'est vaste évidemment l'enseignement, et ça je me doute bien que c'est une compétence qui peut toucher... très communautaire. Voilà. Là, je suis dedans à fond. Ouais. Mais le pacte d'excellence, effectivement, donc il y a toujours on en parle, on a l'impression que ça se met en route et on attend de voir les premiers effets, ça c'est certain. Et puis il y a le système de réseau. Comment est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça peut continuer à être inclusif justement, d'avoir différents types de réseaux et d'avoir un pacte scolaire comme ça qui est Moi je suis clair là-dessus. Hein. Moi je veux la fin des réseaux. Hein. Je suis certain qu'on n'aura jamais d'égalité avec les réseaux. Donc le problème c'est que ça demande un travail colossal et qu'il y a évidemment des précarés. Chacun veut garder une série d'avantages, etc. Moi, bien avant le pacte d'excellence, j'avais fait une série d'interviews avant la mise en place du précédent gouvernement. J'avais fait une série d'interviews, notamment dans le VIF, dans lequel je dis mais il faut pouvoir réfléchir sans tabou. Tous les systèmes scolaires qui sont arrivés à se réformer de manière efficace, de nouveau on parle de la Finlande, c'est un pacte sacré entre tous les partis pendant au moins 10 ans. Et on oublie de dire que la Finlande, avant de réformer les systèmes scolaires, a réformé tout le secteur de l'accueil de la petite enfance. Parce que chez nous aussi, hein, je veux dire, on parle beaucoup de l'école, on oublie de dire la jachère qu'il y a avant, hein, alors que tous les spécialistes de la petite enfance insistent sur l'importance symptomatique des 1000 premiers jours, les 3 premières années de vie d'un enfant. C'est là que la stabilité affective va s'installer, c'est là que les émotions vont pouvoir commencer à se travailler, c'est là que les enfants vont, pendant ces périodes-là, les enfants vont faire les premiers apprentissages cognitifs qui vont déterminer leur parcours après. Imaginez qu'il y a moins de 30% en moyenne, il y a un peu plus de 30% en moyenne d'enfants qui ont accès à des places en crèche où tout ça va se faire de manière cohérente. C'est proprement scandaleux. Il y a des pays qui, notamment les pays nordiques, la couverture est universelle. Tous les enfants, et pas à 3 mois, hein, à 1 an, vont à la crèche. Quand la stabilité émotionnelle et affective est un peu installée dans la famille, ils vont à la crèche. Et là, ils bénéficient du meilleur bain culturel, du bain linguistique, de l'apport de la psychomotricité, toute une série d'outils qui sont super importants. Chez nous, on a une moyenne de 30%, mais tu prends une commune, allez, je prends Louvain-la-Neuve au hasard, qui est une commune riche du Brabant-Wallon, il y a un taux de couverture pratiquement de 60%. À Molenbeek, dans la commune dans laquelle je travaille, c'est 17%.
Donc, on voit vraiment les inégalités qui se créent déjà depuis le début. Moi, j'ai travaillé, je t'ai dit au début, je travaillais plutôt avec des adolescents difficiles, moi, toute ma carrière comme éducateur. Dès que je suis devenu délégué général, j'ai compris que l'enjeu, c'était la petite enfance. Je le dis aujourd'hui, c'est un enjeu. On ne dépense pas d'argent dans la petite enfance, on investit. D'ailleurs, il y a des économistes qui ont chiffré. 1 euro investi avant les 3 ans, c'est entre 4 et 7 et parfois 8 euros d'économiser avant les 18 ans. Parce que tu ne dois pas mettre en place de systèmes de réparation, de remédiation, de systèmes particuliers pour faire en sorte que les gamins qui a pris du retard récupèrent. Moi, je déteste comparer des enfants à des plantes, mais il n'y a rien à faire. Si tu achètes une petite pousse et que tu lui mets un tuteur, elle va pousser droit et tu vas avoir une belle plante. Si tu mets la petite pousse, tu oublies de mettre le tuteur, elle va partir à gauche ou à droite et pour la récupérer, tu ne la récupéreras jamais. Et ça va te demander beaucoup de travail pour la récupérer. Et éventuellement, quand tu vas essayer de la redresser, elle va casser. Et c'est comme ça que ça se passe avec nos enfants, on les casse. On les casse en permanence parce que les systèmes sont inadaptés. Et on ne veut pas avoir la réflexion générale là-dessus. Donc je répète, le gros manquement chez nous, c'est un pacte sacré pour les questions éducatives. Ça doit dépasser les questions, partisanes. Il faut trouver le meilleur système. Le pacte, c'est en ça que je veux dire, le pacte d'excellence, on peut le critiquer. Objectivement, c'est ce qui paraît acceptable pour tout le monde. Enseignants, élèves, enfants, parents, c'est ce qui paraît acceptable pour tout le monde. Moi, je voudrais plus de liberté, je voudrais plus de participation des enfants, je voudrais plus de stratégies participatives. Enfin, je voudrais un enseignement différent. Mais il faut le faire avec un corps enseignant moyen, avec des parents moyens, etc. Il faut que ça plaise à tout le monde. Et donc, c'est pas facile. Mais le problème, c'est que tout ça est compromis parce qu'il n'y a pas de pacte sacré entre les partis. Et donc, on voit bien que quand un nouveau parti arrive au pouvoir, ça peut influencer de manière un peu désagréable l'évolution des choses. Et une autre thématique, pour continuer un petit peu dans le genre de thème qui peut un peu poser des problèmes par des changements de majorité, c'est aussi tout le secteur de l'aide à la jeunesse. Alors, je suis allé sur leur site et là, j'ai quelques chiffres. Donc, 38 000 enfants en situation de difficulté ou de danger en Belgique. Et dans ces 38 000 enfants, alors on parle d'un tiers d'enfants qui sont en situation de danger à cause de problèmes psychologiques de leurs parents. Donc, soit de problèmes psychiatriques, dépression sévère ou assuétude. 30 autres % qui sont à cause de problèmes de violence intrafamiliale, donc au sein du couple ou directement les enfants sont visés. 30% encore sont à cause de l'incapacité avérée des parents à gérer un enfant, donc toute l'incohérence éducationnelle, les parents dépassés, incapacité à instaurer une forme d'autorité reconnue, etc. Je précise quand même que là, ça fait 90%, mais en fait, il y a des enfants qui peuvent se retrouver dans plusieurs situations aussi, parce qu'il y a encore d'autres cas. Finalement, le problème, est-ce que ce ne sont pas les adultes ? Si, bien sûr que c'est sûr. C'est sûr qu'on centre beaucoup trop sur l'enfant, comme s'il était le responsable de sa situation. L'enfant, c'est souvent, quand les familles dysfonctionnent, l'enfant, c'est le révélateur, c'est l'épiphénomène. Le problème, effectivement, est dans la famille. Et donc, c'est un sujet, moi, sur lequel je suis très, très impliqué aussi. Et mon mandat va se terminer dans 1 an et demi et je voudrais encore avancer beaucoup cette question-là. Ce n'est pas parce que tu places un enfant dans une famille d'accueil ou dans une institution que le problème est résolu. Tu vas permettre effectivement à l'enfant qui est dans une famille peut-être inadéquate pour différentes raisons, d'être à l'abri de ça, d'avoir une scolarité, etc. Mais fondamentalement, la question de la famille, elle ne sera pas résolue. Et dans tous les placements, même dans les placements les plus durs, entre guillemets, en IPPJ, on réalise que les fins de placement, c'est quand même le retour en famille tout le temps. En IPPJ, il y a 90% des gamins qui sont placés en IPPJ qui retournent dans la famille. Si tu ne fais rien pendant la période de placement avec la famille, et que tu crois que par un effet magique, tout va bien se passer, tu te plantes globalement. Je prends l'exemple des IPPJ parce que c'est le bout. Quand un gamin est placé dans un IPPJ, il peut avoir 2 réactions de la famille. Une réaction, c'est « Oh, mon Dieu, le petit est dans l'IPPJ, il se passe quelque chose, etc. » Et il y a une crise dans la famille. Mais dans la majorité des cas, comme c'est des gamins qui sont quand même compliqués à gérer, les parents se disent « Ouf, tranquille, on est tranquille, on ne va plus avoir les flics à la maison pendant quelques mois, il est à l'écart et on va un peu se reposer. » Si tu ne te sers pas de ces 2 crises pour faire avancer quelque chose, quand le gamin, 3 mois, 6 mois ou 2 ans après va retourner dans la famille, il n'y aura rien qui aura changé. Le gamin aura peut-être effectivement fait un chemin personnel par rapport à la responsabilité des actes qu'il a posés, par rapport à la solidarité à avoir à l'égard de la société. Il peut y avoir des choses qui changent.
Mais dès qu'il va rentrer dans sa famille, ça va recommencer. Il n'y a pas de raison. Donc moi, je maintiens que au niveau humain, certainement, et au niveau économique aussi, on aurait tout intérêt à avoir ce que j'appelle un double mandat, une double mesure. On met un enfant à l'écart parce qu'il faut en mettre à l'écart. Hein. Je veux dire, il faut pas déconner non plus. On ne laisse pas des enfants dans des milieux maltraitants, on ne laisse pas des enfants dans des milieux dans des familles négligentes. Ça ne marche pas. Mais il faudrait qu'au même moment où l'enfant est placé, souvent très très loin de son domicile, parce que c'est comme ça, si tu es habité de Bruxelles, tu t'es placé du côté de Namur, etc. Donc, forcément, il y a une autre équipe qui travaille avec le système familial, pas simplement avec les parents, parce que l'évolution des familles est telle que fraternité, sororité, aujourd'hui, c'est plus important parfois, ça assure parfois dans les familles beaucoup plus de stabilité que simplement les parents, surtout quand ils sont défaillants. Mais donc, en gros, il faudrait 2 mesures. Et je suis certain que ça permettrait de réduire très, très drastiquement la durée des placements. Parce que la convention dont on fête les 30 ans est très claire. Elle dit le premier milieu de vie de l'enfant, c'est sa famille. Et donc, accessoirement, provisoirement, on peut mettre un enfant à l'écart, mais il faut que le projet, c'est de le ramener. Si on veut le ramener, il faut travailler. Sinon, chaque année, rien n'a changé. Et donc, le juge, chaque année, puisqu'on fait une révision annuelle, va dire rien n'a changé. Et donc, il reste dans l'institution. Mais ça ne marche pas, ça. Donc, et les placements dans l'institution, c'est ce qui coûte le plus cher, évidemment. Et ça coûte très cher dans un budget rikiki. Hein. Je ne sais pas si tu sais, mais le budget de l'enseignement obligatoire, c'est 6 milliards d'euros. L'aide à la jeunesse a pris un gros refinancement, et quand je dis l'aide à la jeunesse, c'est le fonctionnement de l'administration, les services d'aide à la jeunesse, de protection de la jeunesse, toutes les mesures de placement, dont les mesures de placement en IPPJ très très chères. Tout ce budget-là, c'est 280 millions d'euros. Hein? Donc 6 milliards, 280 millions d'euros. Et ces 280 millions d'euros, et l'aide à la jeunesse récupère souvent, avec ces petits budgets, les ratés de l'enseignement. Parce que pour être à l'aide à la jeunesse, il ne faut pas forcément être en décrochage scolaire, mais ça aide énormément. Hein. Je veux dire, c'est presque... C'est un marqueur, en tout cas. Ah ouais, c'est un marqueur, c'est évident. Le nombre d'enfants en décrochage scolaire qui rentrent dans le système de l'aide à la jeunesse, c'est colossal. Et il y a même des services d'aide, des services d'accrochage scolaire qui sont cofinancés par l'aide à la jeunesse et l'enseignement, qui sont là pour essayer de remédier à des situations de décrochage scolaire profond. Donc, l'enseignement, avec 6 milliards, n'arrive pas à faire du boulot correctement, et on demande à un petit secteur de l'aide à la jeunesse de faire des miracles avec 280 millions. C'est impossible. C'est impossible. Je dis ça, il faut quand même savoir qu'en matière de prévention de l'aide à la jeunesse, donc tous les mouvements de jeunesse, ils sont très importants pour moi, organisation de jeunesse, maison de jeunes, et même éducation permanente, en tout, ça fait moins de 90 millions d'euros. Hein. Tu vois, c'est aussi parfois des questions de savoir où tu mets tes priorités, quoi. Est-ce que tu mets, quand on voit le pognon qu'on dépense en matière de sécurité, et dont les jeunes sont les principaux visés par ces politiques sécuritaires, c'est incroyable de voir qu'on met tellement peu en amont pour essayer de faire en sorte que les jeunes soient, comme disent les organisations de jeunesse, les fameux CRAC, citoyens, responsables, actifs, puis je ne sais plus après, solidaires à la fin, critiques et solidaires, voilà. Bon. Et quelles sont les pistes pour mobiliser, pour imaginer refinancer ces secteurs? Parce qu'on en revient en fait finalement à la question de départ par rapport à... C'est toujours une question de pognon, hein, évidemment, clairement. Ouais. Donc, il y a d'abord l'organisation politique. Hein, je veux dire, les communautés ne peuvent pas ponctionner, il n'y a pas d'impôt. Hein, donc, on est tributaire du fédéral, de ce que le fédéral va bien vouloir donner aux communautés. Maintenant, je m'excuse, mais par exemple, sur l'enseignement, il y a des gens qui disent qu'il faut refinancer l'enseignement. Non, on ne refinance pas l'enseignement. Pour moi, non. Hein, pour moi, clairement. Moi, je trouve que l'enseignement, s'il veut se réformer et que les réformes sont cohérentes, et je crois que le pacte d'excellence va dans le bon sens, pourrait demander à ce qu'on investisse, entre guillemets. Ça veut dire qu'on met de l'argent, l'investisseur, ce qu'il fait, il met de l'argent dans un truc, il espère que dans 10 ans, dans 5 ans, il va pouvoir récupérer sa donne et faire un bénéfice. Bien, moi, j'ai aucun souci à ce qu'on dise, effectivement, pour mettre en place le pacte d'excellence, on va faire ça. Mais donc, on va récupérer à un moment. Et comment est-ce qu'on récupère? Les réseaux. Il faut dire les choses comme elles sont. Les réseaux, c'est une catastrophe. Ça coûte un pont incroyable. Pas simplement parce que chacun a son bureau d'études, c'est pas ça qui coûte. C'est simplement le fait que si tu prends autour d'ici un rayon de 10 km², tu vas te retrouver avec, à mon avis, 3 ou 4 écoles de 3 réseaux différents qui font une formation en plomberie. Et ils ont tous 3 ou 4 gamins en première, 3 ou 4 gamins avec des ateliers bien équipés, etc., et des enseignants, etc. Et c'est pas rationnel. Ça coûte la peau du cul. Ce qui coûte très cher, c'est l'enseignement spécialisé aussi. Et donc, il faut aller vers des logiques inclusives. Pas parce que ça fait gagner de l'argent, mais parce que c'est bon pour les enfants. Mais ça fait gagner de l'argent. Et le redoublement coûte pratiquement, chaque année, 2 fois ce que coûte l'aide à la jeunesse.
Alors qu'il y a des recherches, des méta-recherches qui mettent en évidence que faire doubler un enfant, non seulement ça n'apporte rien, mais c'est contre-productif. Donc il y a des méta-recherches, ce n'est pas une petite recherche d'une université ici, c'est des recherches mondiales, avec des doubles aveugles. Hein. On prend une centaine de gamins qui viennent du même milieu d'origine, qui ont les mêmes difficultés dans les mêmes matières, on soumet la moitié au redoublement et l'autre moitié passe sans redoublement, et on réalise que 2 ans après, ceux qui n'ont pas été arrêtés ont des résultats nettement meilleurs, une estime d'eux-mêmes nettement meilleure, moins de problèmes de santé mentale, enfin une appréhension de l'école bien plus agréable et positive de la part de ceux qui n'ont pas été retenus. Nous, on continue parce qu'on croit que ça marche, et ça a toujours marché. Il y a plein de trucs qu'on continue comme ça, hein, parce et d'ailleurs, tu vas entendre plein de gens qui disent, moi j'ai redoublé, et ça m'a fait du bien. Ah oui, parce qu'on a toujours... c'est comme les fessées et les claques. Hein. C'est super bon avoir des claques. Hein. Moi, j'ai des fessées, regarde comme je suis bien. Bon, je vais quand même voir mon thérapeute toutes les semaines pour... Mais enfin, bon, il y a des trucs comme ça complètement fous sur lesquels on n'a pas de prise et qui tiennent à des espèces de présupposés, etc., et sur lesquels le politique doit dire ça suffit. Et donc, 500 millions d'euros, hein, au bas mot, hein, et 500 millions d'euros de redoublement, c'est simplement le fait qu'un jeune, un élève reste 2 années dans une même classe. Ça ne prend pas en compte les problèmes de santé mentale qui vont être gérés, ça ne prend pas en compte le désinvestissement des enfants qui va peut-être avoir un parcours, entre guillemets, un peu plus délinquant parce qu'il va se retrouver sans rien à faire, et ça ne prend pas en compte le fait qu'à 18 ou 20 ans, le gars qui n'aura pas de diplôme va dire je vais aller me faire une formation au Forum ou à Actiris. Et donc, ça coûte un pont, vraiment. Une dernière thématique que je voulais quand même aborder avec toi. Je sais aussi qu'elle t'est chère. Tu as fini ? Non, mais c'est parce qu'elle va, à mon avis, prendre du temps à être abordée aussi. C'est justement le sujet des enfants belges qui sont détenus en Syrie. Ouais. On en dénombre 41, je pense, à l'heure actuelle. Quelle est la situation actuellement pour ces enfants ? J'imagine qu'elle est diverse, mais je veux dire, où est-ce qu'on en est, quoi ? Bah, écoute, c'est que moi, je suis allé, au début du mois de juin, je suis allé sur place dans le cadre d'une mission humanitaire et on a pu participer de loin à la décision politique de ramener 6 orphelins, etc. Bah, la situation, c'est détestable. Je veux dire les échos qu'on a, parce qu'on a quand même des WhatsApp encore des contacts WhatsApp avec les maires là-bas. Il suffit simplement d'imaginer, quoi. C'est 75 000, rien que le camp de Halol, c'est 75 000 personnes. Sur 1,5 km carré. Prévu pour 10 000, là, je pense, c'est ça ? Créé pour 10 000, 65 000 personnes qui reviennent, de l'enclave de Baghouz, etc., qui rentrent dedans. Un camp de toile, sans alimentation en eau suffisante, sans alimentation en nourriture. Enfin, et donc, quand on est allé, moi je dis tout le temps, quand on est allé au début du mois de juin, il faisait 42 degrés. Et c'était insupportable pour nous, qui avions la chance de rentrer dans des hôtels qui n'étaient pas les hôtels les plus confortables, mais dans lesquels on avait quand même une fois de temps en temps un ventilateur et un peu d'air conditionné quand le groupe électrogène ne tombait pas en panne. Et c'était compliqué à gérer, quoi. Donc là, c'est 42 degrés. J'ai regardé la température jusqu'à la fin du mois d'août. Il a fait 42 degrés pendant tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Ouais. Et un des gamins qui est revenu, un des gamins des orphelins, quand je discutais avec lui un matin, je prenais un petit déjeuner avec lui, et je demandais quand même ce qui retenait, c'est la chaleur. La chaleur en été, le froid en hiver. Donc, les conditions sont inhumaines, quoi. Et donc, moi, je dis très clairement que ces enfants doivent rentrer. Leur droit, ils sont citoyens belges. Et donc, c'est une responsabilité régalienne de l'État de veiller à la bonne santé de ces enfants et de ces citoyens en général. Alors, ce qui est terriblement surprenant, c'est qu'on ne dit pas souvent, on ne lit pas, on ne voit pas souvent la réalité. On dit un jour il y aura un décès. Il y a eu 5 morts, 5 enfants belges qui sont morts. Ça ne tient pas en considération le fait que moi je me bats évidemment pour les enfants belges parce que je suis le délégué général en communauté française des enfants belges. Mais il faut savoir que la convention, quand on signe une convention internationale, on ne s'engage pas simplement à respecter chaque article sur son propre territoire, on s'engage de manière solidaire avec tous les pays signataires. Et il y a dans ce camp des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui sont dans les mêmes situations, avec des pays qui n'ont pas les mêmes moyens que nous pour travailler. Donc moi, je suis aussi intéressé à l'avenir de ces enfants-là. Je mets beaucoup d'énergie sur les 41. Il paraît qu'ils sont un peu plus nombreux maintenant, mais parce que c'est 41 qui étaient identifiés et qui étaient localisés. On a parlé à un moment de 160, maintenant le LOCAM parle plutôt de 69 enfants qui seraient localisés. Mais bon, ça reste très très fluctuant parce que les informations qu'on a sont... Et donc, c'est clair que si tu prends simplement l'application de la Convention, les enfants doivent rentrer. Et moi, je suis très très surpris de voir que le Comité des droits de l'enfant
l'a recommandé. L'UNICEF a recommandé. Plusieurs organisations des Nations Unies ont recommandé à la Belgique, le Conseil de l'Europe a recommandé aux pays européens de ramener leurs enfants avec les mères. Le problème, ce n'est pas les enfants. Et avec les enfants, ils seraient déjà tous rentrés. Le problème, c'est les mères. Et il n'est pas question, évidemment, puisque sachant que parmi ces enfants, la grosse majorité, ce sont des très petits enfants, entre 1 et 3 ans, ça c'est l'énorme majorité, il n'est pas question que le seul lien constant et permanent avec la mère soit rompu parce qu'on fait rentrer les enfants. Les mères, en plus, sont désireuses de rentrer. La majorité ont fait un bout de chemin dans leur tête et ont laissé tomber leur vision, je vais dire, la plus fondamentaliste et la plus radicale de leur religion. Et savent, de toute façon, que quand elles rentreront, elles passeront par la judiciarisation et pour la majorité, par une peine de prison. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui sont déjà condamnés à 5 ans de prison. C'est quand même très rare un État qui condamne par défaut des citoyens qui disent « je voudrais venir faire ma peine » et qu'on n'aide pas à revenir pour la faire. C'est inédit comme situation. Et puis on sait aussi maintenant, moi je me bats depuis le début pour une question humaine. C'est l'humanité qui commande de revenir. Et donc, il y a une espèce d'obligation morale de les ramener. À côté de ça, on a eu des contacts. Moi, c'est très spécial que dans ma fonction, j'ai des contacts assez proches avec des institutions, avec le procureur fédéral, avec l'OCAM, etc. On sait maintenant que l'OCAM a recommandé très clairement à l'État belge de ramener non seulement tous les enfants et toutes les mères, mais tous les combattants. Parce que la sécurité, c'est ça. La sécurité, c'est pas laisser les gens partir à gauche et à droite. Alors, c'est très amusant parce que quand, au lendemain des attentats, l'OCAM a recommandé de fermer les stations de métro, de garder les enfants dans les écoles ou de fermer l'école pendant plusieurs jours, etc. Personne n'a moufté parce que c'était l'OCAM. Et que l'OCAM, c'est son rôle de faire l'analyse de la menace et d'avertir le responsable politique. Ici, l'OCAM fait l'analyse de la menace et dit la menace, elle est là. Vous devez ramener tout le monde. Et le gouvernement dit non, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique n'est pas suffisamment informée et qu'on arrive à des trucs incroyables. Moi, quand je discute avec des gens, moi, les gens me reconnaissent, je passe à la télé, je fais mes courses au Lidl. Vous faites vos courses au Lidl, vous aussi ? Je dis oui, moi aussi. Enfin bref, on ne peut pas parler de Lidl, pardon. Bref, donc je fais mes courses et les gens m'interpellent, ils disent mais c'est quand même moche, vous n'avez quand même pas fait rentrer ces femmes, elles ont voulu faire des attentats, etc. Alors il y a des gens qui disent les femmes d'accord, mais celles qui veulent bien, celles qui sont d'accord. Je dis non. Surtout celles qui ne veulent pas. Celles qui disent « je vais garder mon État ici, je vais garder mon enfant ici pour créer un État, un nouveau Daesh, une terre promise, etc. Et donc mon gamin, je vais l'éduquer pour combattre tous les incroyants et tous les infidèles, etc. » Mais c'est surtout celles-là qu'il faut ramener et faire avec ces mères ce qu'on fait avec tous les parents indignes. On leur retire leur enfant et on les soumet à la justice. C'est ça qu'il faut faire. Je veux dire, c'est même pas, c'est une question d'humanité vis-à-vis du gamin, mais c'est aussi une question de sécurité. Je veux dire, la Syrie, moi, où je suis allé, c'est très vite. C'est pas l'Afghanistan. L'Afghanistan, il faut traverser quand même quelques pays pour arriver. Ici, un avion, Erbil en Irak, pour la Turquie, Ankara, et hop, ça y est, tu rentres. Et donc, moi, c'est pas mon premier cheval de bataille, la sécurité. À partir du moment où le côté sécuritaire et le côté humain se retrouvent, je vois vraiment pas pourquoi on se prive, quoi. Je vois vraiment pas pourquoi on se prive. Et il faudrait qu'on m'explique, quoi. Alors je vois hier que le ministre-président, alors c'est la première fois que je suis confronté à devoir être critique à l'égard du ministre-président, auquel finalement je réponds directement, parce que c'est une institution très, très indépendante, très libre. Donc moi, ministre-président, pour moi, je dois avoir des contacts avec lui. Voilà, correct, le plus correct possible. Et hier, il va faire une sortie en disant non, c'est très complexe. Et il manipule la notion d'intérêt de l'enfant en disant l'intérêt de l'enfant, c'est peut-être pas de revenir ici. Bah si, c'est leur intérêt, bien compris, etc. Et donc il y a une instrumentalisation de l'intérêt supérieur de l'enfant qui me semble pas correcte dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a eu une décision de justice claire en Belgique par rapport au rapatriement de ces enfants, de ces familles ? Il y a une décision politique qui a été prise il y a déjà 2 ans qui disait qu'on pouvait rapatrier les enfants en dessous de 12 ans. Au-dessus de 12 ans, on considère que les enfants sont FTF, donc Foreign Terrorist Fighters. Même s'ils n'ont pas combattu, ils auraient pu être embrigadés, ils auraient pu être formés, etc. Donc à partir de 12 ans, en dessous de 12 ans, on a considéré qu'on pouvait les ramener de manière, j'ai envie de dire, sans condition, quoi. On peut les ramener. Mais cette décision n'a jamais été appliquée. Et donc, il y a de plus en plus de familles qui ont attaqué l'État en justice. Et il y a encore une décision, très très bonne décision qui vient d'être prise récemment, où 2 mères demandaient
à être rapatriés avec leur enfant. La Belgique a été condamnée à des astreintes. S'ils n'arrivent pas, elle doit, dans les 75 jours qui viennent, mettre tout en œuvre pour les ramener. Bon, c'est évident que ce qui va se passer, c'est que l'État va faire appel. C'est une décision en référé, donc voilà. Mais il n'empêche que symboliquement, c'est important d'avoir des victoires aussi. Que l'État soit poussé dans ses derniers tranchements, puisqu'on n'arrive pas autrement. Objectivement, moi, depuis, sur les enfants en Syrie, ça fait 2 ans qu'on plaide exactement avec le même argumentaire. Ça ne sert à rien. Une fois de temps en temps, on écrit des nouveaux textes, on fait des cartes blanches, etc. Mais c'est une reformulation de choses qu'on dit depuis le début. Alors, le contexte international évolue, ça permet de changer. Donc, aujourd'hui, par exemple, je suis intimement persuadé qu'on n'aura pas de solution belge s'il n'y a pas une solution européenne. Et donc, moi, je travaille beaucoup maintenant à conscientiser au niveau européen. Et on a quelques parlementaires européens qui sont de très bonne qualité qui jouent avec ça. Je veux dire, si la France, par exemple, le grand voisin ne bouge pas, la Belgique ne bougera jamais. Donc, il faut essayer de convaincre de manière très, très large. Mais c'est intense, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on a l'impression de répéter la même chose. Et quand on est allé sur place, je veux dire, ça donne... Les gamins dont je parle, je les ai vus, quoi. Les petits, je les ai pris dans les bras. Les mères, je les ai vus. On a parlé pendant quelques temps. Et donc, nous, on part, on rentre dans la voiture, l'air conditionné. Et puis, l'avion est là et tu remanges à ta faim. C'est bon. Quand tu dis, tu les laisses là. Je veux dire, c'est pas de la sensiblerie, tu imagines. Moi je vois le monde avec un bout de la lorgnette très particulier. Moi, je ne vois que les désastres, je vois que les catastrophes. N'arrive chez moi que tout ce qui va mal. Donc, moi, j'ai des photos tous les jours d'enfants battus qui arrivent dans ma boîte mail. J'ai des situations atroces que je ne peux pas raconter. Des jeunes mères célibataires qui noient leurs enfants. Enfin, je veux dire, des enfants battus à mort, des photos sanglantes, sanguinolentes, etc. Donc, j'ai heureusement... pris la capacité de prendre un peu de distance par rapport à ça, sinon tu ne bouges plus. Il faut surtout rester extrêmement optimiste et joyeux dans le métier qu'on fait. Je veux dire, tu ne convaincs pas les gens en pleurant. Il faut dire on y va, etc. Il reste que ça, c'est quand même des moments difficiles pour moi. Je veux dire, quand je sais demain après-midi, j'ai une audition au Parlement fédéral sur la question. Et je sais que ça va être difficile, quoi, parce qu'on va me poser des questions qui vont m'énerver, quoi, parce que c'est très moche de croire qu'on a raison. Mais il y a des moments où tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu te dis, je sais que j'ai raison. Tu ne peux pas faire autrement. C'est rare, hein, ça. Je veux dire, souvent, moi, je crois que la meilleure posture, c'est de dire, je crois avoir raison, je vais essayer de vous convaincre. Il y a des moments où tu dis, j'ai raison. Je ne crois pas avoir raison, j'ai raison. Et ici, je suis certain, j'ai raison. Pour toutes les raisons. Et en plus, je veux dire, il y a tellement de gens qui ont, avec des angles d'approche différents, un angle sécuritaire, un angle humanitaire, un angle économique, etc. Tout le monde dit la même chose, quoi. Donc ici, on a raison. C'est très énervant. Quels sont les arguments qu'on te pose pour dire non, il faut qu'il reste là-bas? Alors, personne n'utilise le vrai argument. Le vrai argument, c'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique. Donc, si demain, on a un attentat à Bruxelles et que la personne vient de Syrie quelque part, etc., le gouvernement va dire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'éviter. Il va remettre l'armée dans les rues, enfin, etc. Si c'est quelqu'un qui rentre de Syrie, donc c'est le risque, voilà, si c'est quelqu'un qui rentre de Syrie avec l'aide, un Belge qui rentre avec l'aide de la Belgique, forcément, l'opinion publique va être extrêmement défavorable. Et celui qui aura pris la responsabilité va perdre son poste, le parti qui est, etc. Or, tous les spécialistes aujourd'hui disent que le vrai risque aujourd'hui, c'est les loups solitaires. Ce sont ceux qui sont dans leur cave avec leur Internet ou dans une mosquée un peu intégriste et compagnie et qui vont sortir de chez eux avec une mallette avec de l'explosif et qui vont tout faire péter. Ça, c'est le vrai risque. Les risques là-bas, on les limite, justement, mais l'opinion publique n'est pas prête à ça. Et moi, tu sais, ça fait 11 ans que je suis délégué général, 11 ans que je suis insulté tous les jours, que je suis injurié tous les jours. Il est arrivé de me faire protéger. Enfin, je veux dire, les sujets que je traite sont rarement populaires. C'est pas populaire. Mais ici, objectivement, c'est là que tu t'en prends plein la gueule tout le temps, quoi. Les gens ne comprennent pas. Il faut être vraiment extrêmement pédagogue. Donc moi, je reste très calme, j'essaie de convaincre. Mais je veux dire, entre les responsables politiques de premier plan
Et monsieur, madame, tout le monde, il y a des choses que j'excuse, entre guillemets, chez monsieur, madame, tout le monde, et je suis prêt à rester pédagogue et dire les choses calmement, etc., avec certains responsables politiques qui nient les évidences, qui s'érigent en procureur fédéral, alors que le procureur fédéral dit qu'il faut ramener les enfants, qui s'érigent en nouveau conseiller en sécurité à la place de Paul Van Tichtel, qui est le patron de l'OCAM. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et là, parfois, je pète une durite. Hein. Parfois, franchement, je m'énerve. Parce que pour moi, c'est insupportable. Et en attendant, on a au moins 69 enfants belges qui sont en situation extrêmement délicate et qui sont en danger de mort, disons les choses comme elles sont. Mais tant que la Belgique ne bouge pas, tant que personne ne bouge, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers qui sont dans la même situation. Et tout le monde s'en tape. Et j'ai dit tantôt, quand on signe une convention internationale, on s'engage de manière solidaire. Et s'il n'y a rien de m'énerve plus que ça, c'est qu'on dit, du moment que nous, on gère notre petit truc, tout va bien. Il va rester, quand on aura ramené 69 enfants, si on les ramène un jour, j'espère vraiment, et vite, il va rester des milliers d'enfants. Des Syriens, des Irakiens, des gars qui viennent de République de l'Est qui sont là. Et donc tout le monde s'en fout. Donc par rapport au débat ici en Belgique, ça pose quand même deux questions. Un, c'est les partis politiques et les dirigeants politiques qui instrumentalisent le problème. Et de l'autre côté, c'est l'opinion publique qui réagit en fait, qui réagit directement de manière épidermique. Donc la première question, c'est comment on peut faire en sorte que les responsables politiques aient un discours éclairé, et de deux, comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une opinion publique progressiste? C'est deux questions insolvables. C'est le résumé de ma vie, ça, comme délégué général. Parce que c'est ça que je dois faire, moi, c'est convaincre les responsables politiques d'avoir une attitude responsable et cohérente par rapport à nos engagements internationaux. Ici, on est dans une situation complètement démente, puisque toutes les recommandations internationales vont dans le sens de ramener les enfants. Toutes les personnes compétentes à qui on demande un avis disent il faut les ramener, et on fait le contraire. Donc là, je t'avoue qu'au niveau responsable politique, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. J'ai fait des dizaines de cartes blanches, j'ai fait des dizaines d'interviews, j'ai écrit je pense objectivement, et j'ai une collaboratrice qui travaille beaucoup avec moi là-dessus, on pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. On est allé dans des conférences internationales, on est allé au comité des droits de l'enfant à Genève, on est allé rencontrer le Conseil de l'Europe, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Sur l'opinion publique, il faut justement, et là c'est le rôle des médias aussi, de donner les espaces suffisants pour aller, comme on le fait ici, en profondeur. Je veux dire, en 2 minutes, je ne peux pas expliquer à monsieur et madame tout le monde dans la rue pourquoi notre intérêt bien compris, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue sécuritaire, est de ramener ces enfants et leurs mères. Et je me limite évidemment aux enfants et aux mères pour ne pas rentrer dans le sujet des combattants. Et je dis à titre personnel, j'ai aucun problème de le dire, je trouve qu'il faut aussi les ramener. Mais publiquement, évidemment, j'essaie toujours de rester tout à fait concentré sur mon core business. C'est donc les enfants et leur mère, parce que leur mère est leur seule source d'attachement et que la Convention des droits de l'enfant précise que la famille est le premier lieu d'éducation de l'enfant. Voilà, donc j'applique des principes de droit international. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. Maintenant, il faut faire ça avec empathie pour des gens qui ont souffert ou directement ou indirectement de ce qui s'est passé, et du fait qu'ils font un raccourci, logique et même cohérent entre la peine qu'on a connue ici de manière collective, parce que ça nous a quand même tous marqués, il faut dire les choses comme elles sont, et le fait que ceux qu'on veut ramener, ce sont des gens qui ont pensé au moins un moment que ces stratégies de la terreur étaient bonnes. Et il faut simplement se dire qu'on a normalement plusieurs chances dans la vie et que de toute façon, on a tout intérêt justement à avoir ces personnes avec nous, les convaincre que le chemin qu'ils ont pris à un moment n'est pas le bon. Beaucoup de ces femmes, en tous les cas, sont déjà sur le chemin d'espèce de repentir, entre guillemets, et de volonté de s'amender et d'avoir un avenir meilleur, notamment dans l'intérêt de leurs propres enfants. Parce que ces femmes sont parties souvent sans enfants, et ont eu des enfants là-bas. Entre une femme seule et une mère, il y a quand même il y a un gap aussi. De la responsabilité parentale, c'est quand même pour tout le monde, quoi. Je veux dire, ça, on ne peut pas dire ça. Les mauvaises mères, ça n'existe pas pour moi. Je veux dire, toutes les mères ont envie de meilleur pour leur enfant, et ces femmes-là aussi. Donc il faut du temps, il faut que les médias fassent leur travail de manière cohérente, et que les médias sachent que une bête information
mal foutu, qui terrorise, peut mettre à mal des mois de travail. Des mois de travail, hein, franchement. Nous, on a parfois eu l'impression qu'on gagnait des parties, et puis il suffit qu'il y ait un procès mal couvert par des médias, etc. Et moi, je n'ai pas de critique par rapport aux médias. Je dis simplement que les médias eux-mêmes sont pris dans une espèce de mouvement comme ça, collectif, où tu ne sais pas très bien si c'est les médias qui influencent l'opinion publique ou si c'est l'opinion publique qui influence les médias. Donc c'est très particulier. Juste pour terminer, tu aurais quelque chose à ajouter pour ton dossier? Ajouter... Oui, écoute, moi je rajouterais quand même volontiers que on n'a pas parlé beaucoup de la question de la migration. Et c'est vraiment un sujet, moi, qui me semble toujours important. Je veux dire, on ne peut pas faire de classement des jeunes les plus malheureux ou de ceux dont les droits sont les moins respectés, etc. Il n'y a rien à faire. La question de la migration, c'est un déni de droit permanent. Que ce soit des mineurs étrangers non accompagnés qui arrivent chez nous par des moyens incroyables, après des trajectoires de vie qui sont reçues, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même quelques améliorations qui sont encore reçues de manière très insatisfaisante chez nous, clairement. Parce qu'on a parce qu'on a voulu faire des économies, qu'on a déstructuré des centres d'accueil qui pouvaient les accueillir et que quand ils reviennent de nouveau en nombre, on est obligé d'improviser. Rien que ça, c'est pas digne, c'est pas correct comme manière de faire. Mais aussi les mineurs qui migrent en famille, les enfants qui migrent avec leur famille, moi c'est un sujet de préoccupation vraiment très 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 important. Et la situation des enfants migrantes, des familles migrantes européennes, pour dire clairement les familles roms. Il suffit de se promener à Bruxelles maintenant pour voir à quel niveau de société on est venu, quoi. Tu vas voir le piétonnier, tu vas te promener la nuit, tu as des myriades d'enfants qui y dorment. Alors, je n'ai rien à dire sur les structures comme SAMU Social ou qui travaillent, qui font ce qu'elles peuvent, à mon avis, avec les moyens qu'elles ont, mais qu'il n'y ait pas, par exemple, dans les grandes villes, un centre permanent d'accueil pour des familles à la rue, qui fonctionne 24 heures sur 24, qui est obligé de fonctionner par plan hivernal et puis par plan estival éventuellement quand il fait trop chaud. C'est pas cohérent, c'est pas digne, quoi. Je veux dire, on a les moyens financiers de nouveau, on n'est pas un pays pauvre, on n'est pas un pays riche, industrialisé, on devrait garantir un minimum de choses pour les enfants et les enfants à la migration. C'est vraiment un sujet, moi, qui me tracasse beaucoup parce que je dis il y a des avancées, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais une fois encore, on se retrouve avec une thématique très épineuse pour le politique. Et qui est rejeté, enfin qui est en tout cas pas le sujet de prédilection d'une opinion publique qui rejette ça en masse aussi, et qui sent aussi. Je t'ai dit qu'heureusement j'ai de bons amis qui m'encouragent, hein, donc c'est ça le but des réseaux sociaux. Hein. Si c'est moi, ma page Facebook, elle me sert à dire ce que je pense, et elle me sert parfois à me rassurer que je suis pas seul à le penser, hein, parce que l'opinion publique majoritaire, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook. Moi je les connais pas tous, mais ce sont des gens qui pensent un peu comme moi, donc ça tourne un peu en rond. Mais une fois que je sors de ma page, je vais voir des gens qui parlent de moi sur d'autres pages, où je vais voir sur les internautes qui pensent de mes interventions dans les médias. Ça donne en tous les cas pas le sentiment que les idées, les opinions que je défends sont les plus populaires, entre guillemets. Mais voilà, moi j'ai été engagé pour faire ce boulot-là et pour essayer de faire en sorte de valoriser. Mais les droits de l'enfant, d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, c'est... Il y a une question qu'on m'a posée, là on va terminer comme ça. La question qu'on m'a posée le plus souvent, et que depuis le début de mon mandat, et que je dis à chaque intervention, je le fais, hein, c'est Monsieur le délégué général aux droits de l'enfant, c'est bien, mais à quand un délégué général aux devoirs de l'enfant? Dans nos sociétés, on a le sentiment que chaque droit doit être compensé par un devoir. Et j'ai répondu, parce que je n'étais pas préparé à la question, parce que j'ai dit que je suis le candidat par défaut, donc je n'étais pas préparé à me retrouver avec plein de journalistes devant moi. J'ai dit que comme j'avais travaillé comme éducateur pendant 30 ans, à cette époque-là, je peux dire que des jeunes, j'en ai vu beaucoup, quoi, de toutes les origines, de toutes les confessions, de tous les milieux socio-économiques. Et je peux témoigner encore aujourd'hui que les enfants qui sont entourés, qui sont élevés au sens étymologique du terme, qui sont promus par leur environnement, que ce soit leur famille ou un collectif plus large, ceux qui sont
portés, quoi, entre guillemets, par leur environnement, ils ont une fâcheuse tendance, quand ils grandissent, à respecter naturellement leurs devoirs et leurs responsabilités à l'égard de la société. Mais ceux qui sont systématiquement relégués, on n'a pas beaucoup parlé d'eux, hein, donc ceux qui sont virés des écoles, ceux qui sont exclus en fonction de leur race, de leur appartenance culturelle et religieuse, ceux qui sont stigmatisés, ceux qui sont cassés, ceux qui sont rabaissés et pas élevés, ceux qui sont, systématiquement exclus, c'est souvent à eux qu'il faut rappeler l'existence et les exigences des droits et des devoirs. Et ça nous rappelle la plus vieille histoire du monde, c'est que l'éducation, ça a toujours été des plus âgés vers les plus jeunes. Et je le dis souvent, je veux dire, commençons par respecter les droits de nos enfants, et on se garantit des sociétés bien plus pacifiées, bien plus agréables que celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Une belle conclusion, non? Merci. Pas mal, avec plaisir, vraiment. Oh, I've been running from the law.